eu le choc du 21 avril 2002 et la qualification de Jean-Marie Le Pen au second tour de la présidentielle face à Jacques Chirac. Il y a un an, Marine Le Pen était plébiscitée par 7 millions d'électeurs avant d'être battue par Emmanuel Macron. Aujourd'hui, la présidente du parti frontiste est à la peine. Certains lui prédisent une lente agonie. Pourtant, l'extrême droite progresse en Europe. En témoigne encore la mobilisation de jeunes identitaires dans les Alpes dimanche. Fabien Riquer. C'est une date gravée dans les mémoires. Énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second avec 17% des voix. Le 21 avril 2002, Jean-Marie Le Pen arrive au second tour de l'élection présidentielle et précipite la France dans la rue. De nombreux jeunes vivent alors un baptême politique. Des manifestations spontanées éclatent partout en France contre le racisme et l'intolérance. Première, deuxième, troisième génération, nous sommes tous des enfants d'immigrés. 15 ans plus tard, l'accession de Marine Le Pen au second tour n'émeut plus les foules. Pire, sa campagne ainsi que le score frontiste aux législatives sont jugés comme des contre-performances en deçà des attentes. Une preuve que le FN a changé de statut. Que reste-t-il alors de la génération 21 avril? Le Front National est-il devenu normal? Bientôt rebaptisé Rassemblement National, le parti d'extrême droite s'apprête à poursuivre sa transformation. Rénovation pour laquelle vous m'avez élu à la présidence du mouvement en 2011, je vous demande maintenant de la conduire à son terme. Un récent sondage créditait Marine Le Pen de 23% d'intention de vote. Malgré une crise récente de leadership, les idées du Front National restent toujours ancrées dans la société. Et Anaïs Voigil, spécialiste de l'extrême droite, est notre invitée. Le face-à-face, c'est tout de suite. Bonjour Anaïs Ouajilis, vous êtes doctorante en géopolitique à l'Institut français de géopolitique et je le disais, spécialiste de l'extrême droite en France mais aussi en Europe. On le voit dans ce sujet de Fabien Requert. Il y a un an, Marine Le Pen était plébiscitée par 7 millions d'électeurs. Elle avait atteint le second tour de la présidentielle. Depuis, il y a eu sa débâcle télévisuelle face à Emmanuel Macron. On parle d'une lente agonie. Est-ce que Marine Le Pen est finie selon vous ? Marine Le Pen est en difficulté au sein de son parti, puisque en effet, elle a raté complètement le débat de l'entre-deux tours face à Emmanuel Macron. On l'attendait comme une personnalité crédible à la tête d'un pays, et elle s'est montrée totalement en dessous de ce qu'on attendait d'elle. Et post-élection, donc grosse déception au sein du Front National, il y a deux événements majeurs qui se passent. Un, Laurent Wauquiez qui est en train de percer au sein des Républicains avec une ligne assez dure, qui rappelle à certains égards celle du Front National. Deux, le bras droit de Marine Le Pen, Florian Philippot, qui s'en va pour fonder son propre parti. Donc Marine Le Pen traverse un peu une crise de légitimité, puisqu'elle a voulu rénover le parti, le dédiaboliser, et au final, ça n'a pas conduit au résultat espéré. Justement, puisque vous parlez de Florian Philippot, c'est vrai que des figures ont déserté le parti. Il a lancé son propre mouvement. Il y a aussi sa nièce, Marion Maréchal, qui s'est mise en retrait de la vie politique française, même si récemment à Washington, elle a prononcé un discours aux accents très politiques. Et puis, il y a toujours aussi Jean-Marie Le Pen, qui a, dans ses mémoires, une fois de plus, égratigné sa fille. Ce sont des conditions difficiles pour la présidente du Front National? Oui, il est évident que ces conditions sont un peu des formes de désavouement, désavoué par Florian Philippot, qui avait contribué un peu à rénover cette ligne du parti, à venir sur des questions beaucoup plus sociales, sur une ligne beaucoup plus étatiste, alors qu'historiquement, le Front National est un parti plutôt libéral sur le plan économique, très conservateur sur le plan des mœurs, par contre. Donc, il la désavoue pour aller fonder son parti. Sa nièce se met en retrait de la vie politique, à mon avis, à la fois parce qu'on a le droit de faire autre chose dans la vie, mais également, à mon sens, de manière stratégique. Et Jean-Marie Le Pen, bien entendu, qui, notamment face au changement de nom souhaité par Marine Le Pen, considère que c'est une trahison au regard de l'histoire du Front National et de tout ce que ce parti a pu traverser sous la conduite du père de Le Pen père. Est-ce qu'il y a un problème aussi de stratégie, de positionnement par rapport à l'Europe, puisque certains militants ont pu être déçus par son revirement sur la sortie de l'euro? C'est en tout cas ce qui a conduit notamment justement à la scission avec Florian Philippot. Alors, c'est ce qu'on observe un peu chez le Front National, mais aussi dans d'autres partis alliés du Front National au niveau européen, c'est qu'il y a aujourd'hui un rejet massif par les citoyens de l'Union européenne, mais de l'Union européenne dans ce qu'elle est aujourd'hui.
pas de la construction européenne. Donc il y a un appel à un renouveau de la construction européenne. Donc les partis sont en train d'évoluer sur une ligne finalement où on n'est plus vraiment de sortir de l'Union européenne, mais plutôt d'aller vers une Europe des nations avec un retour de la souveraineté beaucoup plus fort au niveau national. Et si vous voulez, Marine Le Pen, avant le premier tour des présidentielles et aussi dans l'entre-deux tours, a une ligne totalement fluctuante. Et on le voit, globalement, tous les partis politiques, tous les acteurs politiques qui ont tendance à avoir des fluctuations très fortes sur des points forts dans leur ligne politique, ont tendance à désabuser à la fois leur base électorale forte, mais aussi les électeurs qui sont simples sympathisants. Pour autant, Marine Le Pen a été réélue à la tête du parti lors du congrès de Lille. C'est un simple trou d'air, comme elle le dit elle-même, ou une traversée du désert qu'elle a devant elle. Il y a une part de vrai. Je pense qu'aujourd'hui, on le constate, les idées historiques du Front National, ce qui a fait sa force, sont plus que jamais présentes dans la société. On voit qu'il y a un glissement des droites vers ces idées, qu'il y a un renforcement dans toute l'Europe de ces idées. Pour autant, la figure politique de Marine Le Pen, aujourd'hui, va devoir prouver, et notamment aux élections européennes, qu'elle est capable de refaire de son parti le premier parti français. Et avec l'évolution de la droite et le refus catégorique d'une majorité des sympathisants de droite de faire des alliances avec le Front National, elle risque d'être dans une posture compliquée qui, à mon avis, sera plus qu'une traversée du désert. Justement, sur cette question des alliances, on voit bien aujourd'hui qu'il y a un débat à la fois au sein du parti Les Républicains, avec certains, dont je pense à Thierry Mariani, qui prônent des alliances avec le Front National. Au sein du FN aussi, eh bien, certains estiment, c'est le cas par exemple en Gironde, qu'il faut aller vers LR. Ça, c'est la solution justement de ces deux partis? Je sais pas, je suis pas apte à dire si c'est la bonne ou la mauvaise solution. En tant que chercheur, ce n'est pas mon rôle. En tout cas, on constate dans les autres pays européens, que ce soit l'Italie, que ce soit l'Autriche, qu'on a cette tendance d'alliance entre l'extrême droite et la droite. En France, aujourd'hui, si le Front National s'allie avec la droite, il va aller à l'encontre de tout son discours qu'il a construit pendant des années, seul contre les autres. Donc déjà, ça peut poser un certain questionnement pour sa base électorale, avec une remise en cause d'un certain nombre de discours de nous contre tous pourris, etc., etc. La droite, aujourd'hui, n'a pas intérêt à s'allier avec l'extrême droite au regard de sa force électorale. Vous parliez des élections européennes, effectivement, ça sera la prochaine échéance en 2019 pour Marine Le Pen. Quelle doit être sa stratégie justement pour redevenir le premier parti de France, comme vous l'évoquiez? Sa stratégie, je pense que la première chose, c'est d'avoir une ligne claire, changer de nom de parti. On regarde dans l'histoire tous les gens qui ont changé de nom de parti, ça n'a jamais été une grande réussite. Donc c'est affirmer quelle est sa ligne politique, résoudre un certain nombre de débats qu'il y a au sein du Front National sur la question européenne en premier lieu, mais aussi sur les questions économiques. Est-ce que le Front National souhaite rester un peu étatiste sur le plan économique ou souhaite-t-il revenir à son histoire sur une ligne beaucoup plus libérale? C'est des choses qu'elle va devoir trancher pour assurer ses électeurs. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les électeurs de droite, en tout cas, n'accepteront jamais une alliance avec un parti qui refuserait la construction européenne. Ça paraît paradoxal de voir aujourd'hui Marine Le Pen en difficulté, alors que les idées justement d'extrême droite prospèrent aujourd'hui en Europe. On a encore vu, peut-être on va voir sur les images des jeunes identitaires ce week-end dans les Alpes, justement au col de l'Échelle, manifester contre la venue de migrants. Que vous inspire cette mobilisation? Moi, je pense que le problème numéro un de Marine Le Pen aujourd'hui, c'est son débat. Elle a voulu se présenter comme une personnalité politique, comme une future présidente de la République, elle a échoué. Et là, il y a un travail de reconstruction de son image médiatique et de femme politique d'envergure à refaire. Sur tout ce qu'on observe, bien entendu, il y a les identitaires. L'été dernier, il y avait eu le bateau Sistar pour lutter contre l'immigration. C'est une chose un petit peu différente qu'on observe, qu'on doit un peu décorréler du Front National, qui est qu'aujourd'hui, un certain nombre de citoyens ont un sentiment d'invasion. On retrouve toutes les théories du grand remplacement chères à l'extrême droite et décident de passer eux-mêmes à l'action pour défendre leur territoire, pour défendre leur nation et défendre les valeurs dans lesquelles ils croient, parce qu'ils ont le sentiment que cette nation et ses représentants politiques ne sont pas capables de le faire. Ça affaiblit Marine Le Pen, qui a passé justement beaucoup de temps à vouloir dédiaboliser son parti. Elle ne va pas assez loin, elle n'est pas assez extrême pour ces jeunes notamment.
Oui, en fait, je pense qu'elle a créé aujourd'hui un espace à sa droite. Maintenant, la dédiabolisation, on peut aussi voir que c'est un exercice qui a ses limites. Si je prends un exemple très fort de dédiabolisation en Europe, qu'on a vu très récemment, c'est le Jobbik en Hongrie. Le Jobbik, je rappelle, c'était un parti ouvertement néo-nazi, avec des marches qui rappelaient les grandes heures de la Seconde Guerre mondiale, entre guillemets. Le parti a fait un revirement complet. Il a nettoyé très fortement toutes les franges radicales, comme l'a fait le Front National, et pour autant, il n'a pas réussi à être l'alternative qu'il souhaitait face à Viktor Orban. Donc, c'est pas parce que vous vous dédiabolisez que vous allez réussir. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand le Front National est deuxième force du pays, ou première force aux élections européennes, il a une base électorale historique qui se retrouve dans ce discours. Et plus vous allez vous nuancer, plus vous allez insatisfaire cette base électorale qui va donc se tourner vers d'autres partis. Donc c'est un pari très difficile finalement. Eh bien, merci beaucoup Anaïs Ouajilis pour cette analyse. C'est la fin d'une vieille tradition, la publication mensuelle de l'indicateur de Pôle emploi que le gouvernement ne souhaite plus commenter. Désormais, les chiffres du chômage sont publiés par trimestre et pour le début de l'année 2018, ils sont marqués par une baisse. Samia Dechir. C'est a priori une bonne nouvelle. D'après les chiffres publiés aujourd'hui, le chômage recule. En France métropolitaine, 6,2 millions de chômeurs, toutes catégories confondues, étaient inscrits en moyenne à Pôle emploi au premier trimestre 2018, soit 0,6% de moins qu'au dernier trimestre 2017 et 0,1% de plus qu'il y a un an. Mieux, le nombre de chômeurs en catégorie A, sans aucune activité, a reculé de 1,4% en un an. Mais une autre réalité se cache derrière ces chiffres, celle d'une précarisation croissante du marché du travail. Le nombre de chômeurs en activité réduite courte, dite catégorie B, a progressé de 5,7% en un an. Celui des chômeurs en activité réduite longue, dite catégorie C, a lui augmenté de plus de 9%. Des chiffres qui contrastent avec ceux des embauches à la hausse. Au premier trimestre 2018, près d'1 million de CDI ont été créés, soit une hausse de 0,8% sur un trimestre, alors que le nombre d'embauches en CDD de plus d'un mois a lui diminué de 0,5%. Et les projections pour l'année 2018 sont bonnes, avec plus de 2,3 millions de projets d'embauche en France. Et on retrouve Quentin Calmet pour une réaction à cette publication trimestrielle des chiffres du chômage avec Frédérique Espagnac, sénatrice socialiste des Pyrénées-Atlantiques. Bonjour, Frédérique Espagnac, sénatrice PS des Pyrénées-Atlantiques. Le taux de chômage a baissé au premier trimestre 2018 avec un nombre d'inscrits à Pôle emploi qui a diminué de moins 1%. C'est un bon chiffre, mais alors à qui est-il dû? Est-ce lié à la politique d'Emmanuel Macron ou à celle de François Hollande dont vous êtes proche? Écoutez, je pense que déjà c'est une très bonne nouvelle pour les Français, pour les demandeurs d'emploi. Et le fait, notamment, je le rappelle, que depuis 2015, notamment le chômage des jeunes baisse. La courbe s'est réellement inversée depuis 2015. On le voit encore puisque les chiffres sont très positifs pour les jeunes, donc on doit s'en féliciter tous autant qu'on est les uns les autres. C'est à la fois dû à la politique de François Hollande et d'Emmanuel Macron. Je crois que les choses, elles se sont construites sur du long terme, les résultats arrivent maintenant. François Hollande l'avait dit, la courbe devait s'inverser, ça a mis du temps, plus de temps que prévu, et en même temps, depuis un an, il y a aussi un certain nombre de mesures qui ont été prises par Emmanuel Macron. La seule chose aujourd'hui, que ce soit l'un ou l'autre, ce qui est important, c'est de se dire, en tout cas vérifier que ce n'est pas de l'emploi précaire derrière, qui est la conséquence de tout ça. Ouais, et donc, c'est l'autre réalité de ces chiffres, avec une hausse du nombre de chômeurs en activité réduite courte. C'est ça le problème, c'est peut-être que le fait que ces emplois créés, ce ne sont pas des emplois qui soient d'une bonne qualité, entre guillemets. Je crois qu'il faut aussi rappeler deux choses à la fois. C'est toujours très important de revenir, de remettre le pied dans l'emploi, psychologiquement pour une personne, sur son estime d'elle-même, sur son travail au quotidien, sur le fait de pouvoir subvenir dans sa vie grâce au travail, avoir des ressources. Après, on le dit, et c'est ce que je souhaitais souligner, c'est que l'emploi précaire, on le connaît, et souvent, c'est quoi? C'est les femmes seules avec enfants, c'est souvent là aussi des jeunes, ou des hommes ou des femmes qui ont plus de 55 ans. Donc c'est là aussi où il faut travailler durablement pour des résultats concrets sur du long terme, mais aussi pour de l'emploi qui ne soit pas précaire. Alors le long terme, c'est justement ce sur quoi mise le gouvernement, avec des chiffres qui sont désormais publiés tous les 3 mois. Comment est-ce que vous interprétez cette façon de fonctionner avec les chiffres du chômage?
chômage. Écoutez, vous savez bien que les chiffres du chômage chaque mois, c'était un moment médiatique qui est toujours difficile pour un gouvernement, on ne va pas se mentir. Donc, se donner un peu plus de champ, moi, j'ai pas envie de polémiquer sur ça. Moi, ce qui m'importe, c'est la réalité des résultats, se dire. Donc, c'est pour ça que je suis dans, 1, c'est positif, mais 2, restons vigilants les uns et les autres sur le fait que cet emploi qui, justement, revient, ne doit pas être un emploi précaire. Oui, eh bien, merci beaucoup Frédéric Espagnac pour cette première réaction aux chiffres du chômage qui sont donc été publiés ce midi. Merci. Merci à vous, Quentin. On va continuer le débat en plateau avec mes invités. J'ai le plaisir d'accueillir Jean-Marc Sylvestre. Bonjour, merci d'être avec nous, journaliste, éditorialiste spécialiste des questions économiques. J'accueille également Bruno Ducoudray. Bonjour, vous êtes économiste à l'Observatoire français des conjonctures économiques, plus connu sous le nom d'OFCE. Raphaël Legendre est également avec nous. Bonjour, journaliste, éditorialiste à l'Opinion. Vous êtes en charge des questions de budget et de fiscalité. Jean-Marc Sylvestre, cette nouvelle méthode, cette publication des chiffres du chômage par trimestre, c'est une bonne idée, selon vous ? C'est une bonne idée. Oui, ça apaise le débat d'abord, parce qu'on n'en parle qu'une fois par trimestre. Mais ça risque de créer un autre débat, parce qu'il y a effectivement des partenaires qui vont se demander pourquoi on ne publie qu'une fois par trimestre. Ça permet de lisser un peu les données, et ça permet de prendre un peu de recul par rapport à la situation. C'est vrai que sur un mois, on a du mal à saisir la réalité de la situation. Là, sur un trimestre, la visibilité est un peu meilleure. C'est la fin d'une tradition politique française. Michel Sapin parlait de la cadence du tambour des galères, Raphaël Legendre. Oui, c'était la galère pour le gouvernement qui devait effectivement commenter chaque mois des chiffres assez volatiles, il faut bien le reconnaître effectivement, et qui n'avaient pas vraiment de sens d'un mois sur l'autre. C'est plutôt une bonne chose, effectivement, d'avoir maintenant une publication trimestrielle qui donne une tendance un peu plus solide. Et voilà, donc je pense que c'est plutôt bien, et c'est plus simple pour le gouvernement, en tout cas, ça c'est une certitude. Oui, d'un point de vue politique, c'est un bon choix, Bruno Ducoudray ? Alors effectivement, nous, à l'OFCE, ça fait plusieurs années qu'on poussait dans ce sens-là, parce qu'effectivement, le commentaire mensuel des chiffres du chômage masquait finalement les tendances plus profondes du marché du travail. On a des chiffres de conjoncture économique en dur, c'est-à-dire le PIB, l'emploi, qui sont plutôt des données trimestrielles, et confronter des données mensuelles à des données trimestrielles, ça donnait vraiment des difficultés d'interprétation, et on sort vraiment de ça, et c'est plutôt une bonne chose. Jean-Marc Sylvestre, vous estimez que ça permet un lissage, mais est-ce que ça ne donne pas libre cours à des interprétations différentes ? Non, je crois que ça dépolitise un peu la question, parce que la sortie mensuelle faisait que vous aviez toute une journée qui était piégée par l'analyse de ces débats. Comme techniquement, on n'avait pas forcément beaucoup de choses à dire, c'était appréhendé par le politique, par les partis politiques qui en faisaient un instrument de débat et de polémique. Et puis c'était stérile, ça stressait un peu la situation, ça ne reflétait pas la réalité. Non, je crois que sur un trimestre, on va visiblement voir exactement ce qui se passe. Si le premier trimestre marque une amélioration, c'est vrai, et comme dans le prolongement de la fin de l'année précédente, c'est quand même significatif. D'autant que on peut ensuite, trimestre par trimestre, faire des analyses secteur par secteur. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir quels sont les secteurs qui ont des difficultés, d'autres qui n'en ont pas. Par tranche générationnelle également. Mais ça me paraît plus intéressant. Techniquement, on va sans doute dépolitiser, être moins politique, moins au sens un peu trivial du terme. Un peu moins hystérique. Un peu moins hystérique, voilà. Posé. Voilà. Oui. Alors que j'accueille sur ce plateau Sabina Issenan. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes maître de conférence en économie à l'université Rennes 2. Vous êtes chercheur associé au Centre d'études de l'emploi et du travail. Vous, quel regard portez-vous sur ce choix gouvernemental de ne plus publier les chiffres du chômage par mois, mais par trimestre ? C'est un choix avant toute communication, puisque les chiffres sont disponibles de façon mensuelle dans le fichier historique de Pôle emploi. On a pourtant les chiffres du BIT, notamment issus de l'enquête emploi, qui est une enquête qui est non exhaustive. On aurait aimé encore les avoir mensuellement. Bruno Ducoudray, cette baisse ce trimestre alors est plutôt une bonne chose pour le gouvernement, puisqu'elle représente 32 200 chômeurs en moins pour le premier trimestre 2018. On a envie de savoir si on doit féliciter, et c'est un peu le sens de la question que l'on posait à Frédéric Espagnac, est-ce qu'on doit féliciter François Hollande ou Emmanuel Macron pour ces chiffres ? Alors, c'est de façon à peu près sûre, en tout cas, plutôt pas Emmanuel Macron, parce que les mesures qui ont été prises depuis qu'il est arrivé au pouvoir vont plutôt dans le sens de freiner la baisse du chômage. Je pense à la fin des plans de formation dont
qui n'ont toujours pas pris de suite. On n'a pas de relais sur les plans de formation qui ont été annoncés. Donc ça va plutôt contribuer à augmenter les inscrits en catégorie A. Et puis, on a la forte baisse des contrats aidés qui a été actée à la moitié de l'année 2017 et qui s'est poursuivi tout au long du deuxième semestre et qui continue encore aujourd'hui. Et on le voit bien sur les chiffres publiés par Pôle emploi, on a une forte baisse des inscrits en catégorie E. La catégorie E inclut les personnes qui sont en contrat aidé. C'est une précarisation oui, enfin, c'est plutôt une normalisation du marché du travail. C'est-à-dire qu'effectivement, on est en période de croissance. On a eu 2% de croissance l'année dernière. C'est plutôt bien, dynamique. Ça suffit à créer de l'emploi et à créer davantage d'emplois que de nouveaux arrivants. À peu près 150 000 nouveaux entrants sur le marché de l'emploi chaque année. Donc il faut créer davantage que 150 000 postes pour que le chômage baisse. On est en période de croissance, donc il est normal que l'on réduise des contrats aidés extrêmement coûteux, assez précaires et qui débouchent assez rarement sur des postes au final, tout comme le plan de formation qui avait été mis en place par François Hollande à la toute fin du quinquennat, effectivement, 500 000 chômeurs envoyés en formation pour une baisse, il faut bien le dire, assez artificielle du chômage en fin de quinquennat. On arrive sur quelque chose d'un peu plus structurel, d'une reprise de l'emploi plus structurelle, portée par la reprise de l'économie. C'est donc une dynamique qui est beaucoup plus pérenne et moins coûteuse niveau budget. Ouais. Jean-Marc Sylvestre, Emmanuel Macron récolte finalement aussi un peu les fruits du précédent quinquennat ? Oui, pour répondre à votre question précisément, moi je vois 3 raisons. La première, c'est effectivement l'action du dernier quinquennat dans sa deuxième partie. Alors Macron va pouvoir dire qu'il va peut-être se souvenir qu'il était conseiller à l'Élysée et puis ministre à Bercy sur cette mesure-là. C'est, je pense au CICE notamment qui a effectivement donné un petit coup de boost sur les créations d'emplois. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont dû s'empêcher de licencier dans la dernière partie du quinquennat et puis embaucher un peu avec le résultat de ce CICE qui a quand même été versé. La deuxième chose, c'est ce que dit mon confrère, c'est la conjoncture. Mais c'est pas la conjoncture française, c'est la conjoncture internationale. On a bénéficié des vents du large et on aurait d'ailleurs pu en bénéficier davantage si on avait été plus flexible et plus réactif. On est un peu en retard par rapport à nos voisins européens. Je crois qu'on est parmi les taux en termes de croissance et d'activité pas très bon. L'Italie, je crois, fait moins bon que nous, mais bon. Et puis la deuxième chose, c'est que je crois qu'il y a un effet Macron, et ça, faut lui rendre justice, c'est que l'incarnation qu'il fait de ce pays, le discours qu'il tient auprès des chefs d'entreprise et l'image qu'il porte, notamment auprès des investisseurs, a provoqué des anticipations. Et on a vu revenir un certain nombre d'investissements, de projets, et notamment dans l'industrie. C'est ça qui est intéressant. On a vu se réveiller un petit peu l'appareil industriel qu'on croyait complètement sclérosé, et complètement, pas sclérosé, mais anéanti. Il n'y avait plus d'industrie. On peut forger l'espoir qu'on va rebâtir une petite industrie. Donc maintenant, il faut voir, effectivement, parce qu'il y a un effet boomerang des mesures qu'il a prises qui vont provoquer un reflux des créations d'emplois. Il faut voir ce qui va se passer compte tenu des réformes structurelles quand elles vont véritablement se mettre en place. Sabine Naïsenan, vous, quelle lecture faites-vous justement de cette baisse enregistrée au premier trimestre ? Alors j'ai une lecture beaucoup moins optimiste. On a une baisse qui est très infime, de 1% pour les catégorie A, mais l'avantage du fichier historique de Pôle emploi et des données qui sortent de ce fichier historique de Pôle emploi, qui sont les données administratives, c'est une réalité avec plus de 6 millions de demandeurs d'emploi, et ce sont notamment, et ce qui est vraiment problématique, toutes ces catégories B et C. Ces catégories B et C, elles ont augmenté. Elles ont augmenté depuis les années 90, leur nombre a triplé depuis les années 90, depuis la crise économique de 2008, leur nombre a doublé. Aujourd'hui, on a plus de 2 millions de personnes qui se situent entre l'emploi et le chômage, qui effectuent des petits emplois, qui rêvent d'un emploi stable, d'une position stabilisée dans le système d'emploi, d'obtenir un CDI, et qui effectuent des petits emplois, des emplois temporaires, de l'intérim, des emplois à temps partiel, des emplois déqualifiés. Or, toute cette population souhaiterait un emploi de qualité. Or, le problème aujourd'hui, c'est qu'en effet, on a un début de création d'emplois, mais en 2017, avec 268 000 créations d'emplois salariés, on est loin de fournir un emploi pérenne, un emploi de qualité, à plus de 6 millions de demandeurs d'emploi qui ne désirent que ça. Mais c'est le bémol. Vous avez quand même la confrontation de 2 phénomènes. Il y a celui que vous donnez, c'est vrai, 6 millions d'emplois qui sont des gens qui sont déclassés, qui ont été un peu laissés de côté par l'évolution digitale, la
mondialisation, etc. Mais vous avez par ailleurs énormément d'entreprises qui crient parce qu'ils ne trouvent pas à embaucher. Vous avez dans le secteur du bâtiment qui est complètement asphyxié parce qu'il y a un certain nombre de chantiers qui, je pense notamment au Grand Paris, qui prend du retard aujourd'hui, qui est arrêté parce qu'ils ne trouvent pas à embaucher. Ils sont en pénurie de main-d'œuvre sur le bâtiment. On est en pénurie de main-d'œuvre sur l'industrie et notamment l'automobile. On est en pénurie de main-d'œuvre sur la restauration et sur l'hôtellerie et sur le tourisme. Si, je vous assure. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Sabina Isenan. Je ne peux pas vous laisser dire ça. La question des emplois vacants, c'est une question qui est construite également. Aujourd'hui, on laisse penser que le chômeur est responsable de sa propre situation et qu'il n'accepte pas l'emploi qu'on lui propose. Or, l'évolution même de ces catégories B et C, leur évolution, leur croissance extrêmement importante, montre que les chômeurs, montre que les demandeurs d'emploi acceptent ces emplois, même s'ils sont moins bien payés que l'emploi qu'ils avaient auparavant, même si c'est éloigné de leur qualification. C'est pas une question de le vouloir ou pas. Aujourd'hui, alors les chiffres du ministère du Travail montrent que ces emplois dits vacants ou des emplois dits non occupés ou pendant un certain mois sont extrêmement faibles. Jean-Marc Donc, Sévès, on est loin de pouvoir offrir un emploi pérenne à 6 millions de demandeurs d'emploi aujourd'hui. Vous touchez là une spécificité française qui est l'ampleur de son chômage structurel. Ce sont des gens qui ne sont pas difficiles à recaser ou à reclasser dans des emplois traditionnels. C'est pour ça d'ailleurs que la loi formation a été faite, qu'il faut que ces gens repassent dans un système de formation s'ils en ont envie, et je pense qu'ils en ont envie. Bruno Ducoudray. Sur ces questions de tension sur le recrutement, il faut quand même un petit peu nuancer la situation, parce que quand on regarde les chiffres dans les enquêtes, on voit qu'effectivement, on a des tensions sur le recrutement qui ont augmenté, notamment dans l'industrie, notamment dans la construction, mais par contre, on n'est pas du tout à des points hauts comme on a pu être au début des années 2000 ou en 2007. Donc il reste encore du chemin avant de toucher le chômage structurel, sachant que d'ailleurs, quand on regarde les évolutions salariales et les tensions sur les prix, on n'en voit pas. Donc ça veut dire que les entreprises ont certes du mal à recruter, mais c'est souvent aussi parce qu'elles proposent des conditions d'emploi qui ne sont pas attractives, qui sont mal rémunérées, beaucoup de CDD, d'emplois saisonniers, de contrats d'intérim, et ça change. Effectivement, ce qu'on voit bien, c'est que les entreprises commencent à proposer plus de CDI pour essayer d'attirer les travailleurs, parce qu'elles voient bien que les conditions d'emploi qu'elles proposent ne permettent... C'est le bémol, effectivement, cette précarisation des emplois. Effectivement, un peu le côté plus sombre de ces chiffres qu'ils ont publiés là. Les catégories A, c'est-à-dire ceux qui sont vraiment dans l'emploi, les chômeurs sans emploi du tout, baissent, et ça, c'est une bonne chose. Ce travail précaire, cette zone grise qu'on n'a pas qu'en France, on voit le même système, les petits boulots en Allemagne, en Grande-Bretagne, sont là, c'est clair, ils augmentent, et ils augmentent fortement, plus 160 000 en un an, c'est important. C'est peut-être dû d'une part aux entreprises, mais pas par volonté de les maintenir dans une précarité. C'est-à-dire qu'il y a une structure autour du contrat d'emploi, des rigidités que Emmanuel Macron essaie de lever un peu avec les ordonnances. Mais les entreprises avaient jusqu'à présent peur d'embaucher en CDI, et tous les emplois, 90% des emplois étaient en CDD, très clairement, ce qui favorise cette précarisation. Il y a autre chose, c'est le poids des charges qui pèsent sur nos entreprises. On l'a mentionné tout à l'heure, François Hollande, il a allégé de 40 milliards d'euros les charges qui pèsent sur les entreprises françaises. Après les avoir augmentées à peu près autant, donc à la fin du quinquennat, on arrive à un niveau à peu près stable. Mais les entreprises françaises, elles ont un niveau de cotisation et de charges qui est largement supérieur à celle de leurs confrères et concurrents européens. On est le pays qui est le plus taxé au monde. On a 70 milliards d'euros d'impôts de production, c'est-à-dire quel que soit votre résultat. C'est ça qui freine les embauches aujourd'hui en France, Sabina Isenan? Vous les payez en plus que les concurrents allemands. Sauf qu'en Allemagne, on a 5% de chômage, et qu'en France, on en est encore à 9%. Et quand vous dites qu'on n'atteint pas tout à fait encore le niveau de chômage structurel, le FMI l'estime à 8,5. On n'est pas très loin, je crois qu'on est à 8,9 en ce moment. Et discuter avec beaucoup de patrons d'entreprises, ils rencontrent tous vraiment de grosses difficultés. Bruno Ducoudray, ensuite Sabina Isenan. Oui. Vous laissez penser que le chiffre du chômage structurel est un chiffre politique, c'est pas un chiffre politique, c'est un chiffre, quand vous regardez les mesures du chômage structurel, elles évoluent avec la conjoncture. Oui, quand le chômage augmente, le chômage structurel augmente, quand le chômage baisse, le chômage structurel baisse. Donc l'évaluation aujourd'hui du FMI, de l'OCDE, du chômage structurel sera révisée dès lors qu'on aura une baisse du chômage qui va se poursuivre. Ils vont réviser à la baisse le chômage structurel, et ça, c'est cohérent avec le fait qu'on ne voit pas aujourd'hui de tension sur les salaires ni sur l'inflation. Il y a un autre phénomène qu'on... Sabina Isenan, justement, sur les raisons pour lesquelles justement, les entreprises n'embauchent pas, elles ont trop de charges
Non, alors si on va juste revenir sur les allègements généraux de cotisations sociales, il faut savoir que c'est une politique qui a été mise en place à de maintes reprises depuis les années 90. Donc aujourd'hui, avec le crédit impôt compétitivité emploi sur les bas salaires, en effet, sur le crédit impôt compétitivité emploi et les allègements généraux, donc on arrive à environ 40 milliards d'euros. On est loin des 1 million d'emplois voulus et vendus par notre cher président du MEDEF. Les évaluations qui sont menées, en tout cas sur le CICE, le début des évaluations montrent que ça n'a quasiment pas créé d'emplois. Donc les allègements généraux de cotisations sociales ne fonctionnent pas. Les allègements généraux de cotisations sociales ne fonctionnent pas, ne permettent pas de créer des emplois. La question du coût du travail est un faux problème. C'est toujours laisser penser que le problème, ça serait un coût du travail, que le problème du chômage ne se résumerait soit à un problème de chômage volontaire où il faudrait contrôler les chômeurs, comme ce qui se passe actuellement. On veut sanctionner les chômeurs, on veut leur demander un carnet de bord pour contrôler leur recherche active d'emploi. Donc on laisse penser que le problème, c'est le chômeur lui-même, ou de l'autre côté, on laisse penser que le problème, c'est le coût du travail, ce que certains appellent les charges, mais moi j'appelle ça les cotisations sociales, ce qui nous permet à tous, aujourd'hui, de se soigner, d'avoir une retraite, d'avoir une assurance chômage. Et cette assurance chômage, et notamment... cette assurance chômage, je ne vous laisse pas dire ça, cette assurance chômage, c'est ce qui a permis notamment à la France de sortir de cette crise économique, c'est ce qui a permis de maintenir la consommation, de maintenir la demande, et c'est ce qui permet à chaque Français aujourd'hui de maintenir son niveau de vie. Parler des emplois précaires, je voudrais aussi qu'on parle. Je rebondis là-dessus. Simplement, on est à un niveau de prélèvement obligatoire en France largement supérieur à tous nos voisins européens et mondiaux. La France est le pays le plus taxé au monde et on ne peut pas dire que ces cotisations salariales n'ont pas d'impact sur la compétitivité des entreprises françaises. On a un déficit commercial de 60 milliards d'euros qui pèse chaque année sur la croissance française et sur l'emploi aussi. Les cotisations salariales sociales sont bien évidemment indispensable. On est simplement peut-être à un niveau, si on se compare à nos voisins européens, un peu supérieur, et il s'agit simplement de ramener la France dans la moyenne européenne. Jean-Marc Sylvestre, et puis après on va avancer dans le débat. Je veux simplement dire, moi je vois pas mal de chefs d'entreprise comme vous sûrement, je n'en ai pas encore rencontré un qui me dise je ne vais pas embaucher exprès. J'ai plaisir à ne pas embaucher. C'est-à-dire que je rencontre des gens qui ont envie d'embaucher, ont envie de faire du business, ont envie d'activité, et que la seule chose qu'ils demandent, c'est de pouvoir se développer. Et ce sur quoi ils butent aujourd'hui, c'est effectivement des embauches qui correspondent aux besoins qu'ils peuvent avoir. Bruno Ducoudray, on a parlé de la précarisation de l'emploi. Vous parlez, qui disent non, j'embauche pas, ou alors en CDD ou des petits jobs, etc. Il faudrait aussi qu'on parle de cette question des chômeurs de longue durée, puisque c'est l'autre bémol qui ressort de ces premiers chiffres trimestriels. Alors, mais ça va tout à fait, ça rejoint la question des emplois précaires, c'est-à-dire que vous avez une augmentation des inscrits en catégorie A, B et C, et il le reste inscrit de plus en plus longtemps, mais ça c'est lié au fait que vous avez des créations d'emplois qui sont massivement des CDD, des petits boulots, des personnes qui vont enchaîner des contrats de quelques jours et qui du coup restent inscrites à Pôle emploi. C'est pas des chômeurs au sens de l'INSEE, au sens du Bureau international du travail, parce que c'est des personnes qui ont des emplois précaires. Mais il faut élargir peut-être un petit peu la vision et se dire qu'effectivement ces personnes-là, elles sont obligées de rester inscrites à Pôle emploi parce qu'elles complètent leurs revenus avec les allocations chômage via le système des droits rechargeables. Et finalement, la reprise aujourd'hui ne leur profite pas vraiment parce qu'elles n'arrivent pas à sortir durablement d'une situation de chômage et de précarité. Et donc ça, on attend encore. On dit, voilà, les entreprises recrutent, n'arrivent pas à recruter parce qu'elles n'ont pas les compétences. Mais que fait le gouvernement? Où est le plan de formation? On attend toujours la montée en charge de ce plan de formation. On dit, voilà, bien sûr, mais on a des emplois précaires. Mais d'un autre côté, on dit, bah voilà, on supprime les contrats aidés, mais les contrats aidés, justement, sont orientés vers des personnes qui sont en précarité. Et donc, finalement, on augmente leur précarité, on ne leur donne pas de solution pour le moment. Est-ce qu'elles vont vraiment bénéficier du plan de formation, sachant qu'on va faire des droits individualisables? Est-ce qu'elles vont se saisir de ce mécanisme-là, qui sera peut-être compliqué pour un certain nombre de gens? Est-ce qu'il n'y aura pas moins de recours? Donc, toutes ces questions se posent. Aujourd'hui, est-ce qu'on favorise l'accès au marché du travail de ces personnes-là? Moi, j'en suis pas persuadé. On en saura peut-être effectivement un peu plus vendredi, Raphaël Legendre. Oui, on met 35 milliards d'euros sur la table chaque année pour la formation professionnelle, effectivement, et ça ne bouge absolument pas le niveau du chômage. Pourquoi? Parce que tout cet argent part dans des formations de gens qui sont déjà dans l'emploi, pour la plupart, déjà formés et assez peu au chômage. On a un gros problème structurel en France. On a 2 millions de ce qui s'appelle des NEET, c'est-à-dire des gens sans formation, ceux qui ne sont ni dans l'emploi, ni en formation, ni diplômés. Le cœur de l'action gouvernementale doit porter sur ces gens-là qui
sont difficilement aujourd'hui assimilables dans le monde du travail. Alors, on attend le plan formation-emploi, effectivement, en Conseil des ministres ce vendredi. C'est un sujet important qui a été porté par Emmanuel Macron pendant la campagne. C'est le sujet de la compétitivité hors coût de la France. On a parlé de la compétitivité coût avec les charges. Il y a un autre déficit très important sur la compétitivité hors coût, c'est-à-dire la qualification des salariés français. Et là, il y a un très gros chantier qui attend le gouvernement. Jean-Marc Sylvestre, on a commencé ce débat justement par cette nouvelle publication trimestrielle des chiffres du chômage. Est-ce que ça va permettre au gouvernement d'affiner justement ses politiques publiques en matière de lutte contre le chômage, d'avoir des tendances plus lisses ? Ça va le conforter dans l'idée qu'il faut qu'il aille assez vite sur le plan de formation et sur les mesures de restructuration de la formation. Mais tout l'aspect hors coût est très important, je crois, et tout le discours qui consiste à améliorer l'écosystème de l'entreprise pour qu'il puisse développer une politique d'offre au niveau des produits, c'est important. Moi, je dis toujours qu'en Allemagne, franchement, quand le monde entier achète des voitures allemandes, c'est pas parce qu'elles sont moins chères. Hein. Il y a une autre raison. Hein. Quand le monde entier achète de l'industrie, parce qu'on a des industries qui marchent très bien en France, comme les industries de luxe, hein, Kering, c'est pas parce que c'est moins cher, c'est parce qu'il y a autre chose. Il y a de l'offre là-dedans, il y a une histoire, il y a de la valeur, il y a du travail, il y a de la richesse. Bon, c'est tout cet aspect-là qu'il va falloir développer, pas seulement dans ces deux industries-là, mais dans les autres. L'automobile a d'ailleurs fait beaucoup de progrès dans ce sens-là. Si l'automobile française fonctionne comme elle fonctionne aujourd'hui, je pense à Renault et à PSA, c'est bien parce qu'ils ont amélioré leur offre. Sabina Isenan, c'est une publication trimestrielle, ça va changer l'approche du gouvernement en matière de lutte contre le chômage selon vous ? Tout le monde se ravit ici de ces chiffres du chômage qui viennent de sortir de Pôle emploi. Mais en effet, moi, ce qui m'inquiète, c'est l'augmentation du chômage de longue durée, c'est l'augmentation des catégories B et C chez les 50 ans et plus. Les 50 ans et plus qui ont vu, lors de la dernière convention d'assurance chômage, leur durée d'indemnisation nettement baisser. On a eu une réforme qui a fortement impacté la durée d'indemnisation. Et ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est que personne ne s'interroge sur la prise en charge de ce risque chômage. C'est que fait-on pour ces chômeurs qui se retrouvent sans revenus ? La question, c'est également le taux de couverture. Le taux de couverture, c'est-à-dire la part des demandeurs d'emploi qui sont indemnisés. Aujourd'hui, on a moins de la moitié de demandeurs d'emploi aujourd'hui qui sont indemnisés. Personne ne se pose la question de cette prise en charge du risque chômage. Et il faut vraiment s'interroger sur comment faire en France pour mieux prendre en charge ce risque chômage. Bruno Ducoudray, on arrive au terme de ce débat. Est-ce que ça va influencer l'approche du gouvernement, ces nouvelles données, ces nouvelles tendances ? Je pense effectivement que ça va certainement l'influencer parce que, comme vous le disiez, il y a une forme d'apaisement sur le débat. Mais par contre, il y a des choses qui ne vont pas changer. C'est-à-dire qu'on aura toujours la question de savoir est-ce qu'on va faire des plans de formation pour former les chômeurs ou pour faire baisser la catégorie A ? Quel est l'impact des contrats aidés sur les inscrits en catégorie A, etc. Comment on gère la précarité. Ces questions-là se posent toujours et il y a quelque part un petit peu une orientation du gouvernement qu'on a du mal à comprendre parce que d'un côté on nous dit des plans de formation, il faut monter en compétences, etc. Et puis de l'autre on nous dit on va renforcer les allègements de charges sur les bas salaires. Alors comment on met tout ça en cohérence ? Est-ce qu'on favorise l'emploi des bas salaires ou est-ce qu'on les fait monter en compétences ? Comment on fait ? Eh bien, merci pour offrir un emploi de qualité. Merci à vous quatre d'être venus sur ce plateau pour cet éclairage et commenter ces premiers chiffres trimestriels du chômage. C'est un événement pour la première fois. 70 pays sont réunis pour évoquer la lutte contre le financement du terrorisme à Paris. Une conférence internationale se tient depuis hier. Elle sera clôturée ce soir par Emmanuel Macron. Objectif, faire le diagnostic de l'évolution du terrorisme et de ses sources de financement, mais aussi échanger les bonnes pratiques. Fabien Riquer. Comment tarir les sources de financement de Daesh ? Ce matin, le procureur de la République, François Molins, dresse un bilan chiffré. L'organisation a besoin d'argent pour continuer effectivement ses activités terroristes. Donc on a engagé, je vous disais, un travail qui, grâce effectivement à la coordination avec les services de renseignement financier, a permis ces 2 dernières années d'identifier en France 416 donateurs, c'est beaucoup, et 320 en France et 320 collecteurs, essentiellement basés en Turquie et au Liban. C'est un microfinancement du terrorisme fait de mandats cash ou de dons caritatifs que traquent les enquêteurs et qui continue d'alimenter l'État islamique, désormais privé de son assise territoriale en Irak et en Syrie. À Paris, une conférence internationale sur les circuits financiers du terrorisme réunit depuis hier 80 ministres de 72 pays et près de 500 experts.
avec pour objectif de renforcer la coordination internationale, y compris au sein de l'Union européenne. Il y a des directives européennes, par exemple, qui ne sont pas encore appliquées de façon uniforme dans tous les pays de l'Union européenne, dont on pourrait penser qu'ils sont pourtant très en avance sur le sujet. Parce qu'il y a un certain nombre de conventions internationales qui sont là aussi mal appliquées. Il n'y a pas d'harmonisation internationale. Une harmonisation qui doit aussi permettre aux renseignements financiers de détecter d'éventuels passages à l'acte. Emmanuel Macron va clore la conférence par un discours en fin d'après-midi. Et on ouvre le premier débat de Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. J'ai le plaisir d'accueillir Anne Giudicelli. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste du monde arabe et musulman, fondatrice de Terrorisque. C'est une société de conseil sur les risques politico-sécuritaires. Et vous êtes auteur de 13-11. C'est une BD, reconstitution d'un attentat. Merci d'être avec nous. Pierre Conessat également sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Co-directeur de l'Observatoire des radicalisations, spécialiste des questions stratégiques internationales. Vous êtes l'auteur de Dr Saoud et Mr Djihad, la diplomatie religieuse. Merci d'avoir accepté notre invitation. François Faletti, de l'Arabie Saoudite, il faut préciser effectivement. François Faletti, bonjour, merci d'être sur ce plateau, ancien procureur général de Paris. Vous êtes ancien expert au groupe d'action financière sur le blanchiment des capitaux et vous avez publié Les Confidences d'un procureur général paru en octobre 2016 chez Lafon et vous êtes actuellement avocat à Lyon. Clément Fayol est également sur ce plateau. Bonjour, journaliste d'investigation, co-auteur de Un cartel nommé Daesh, paru chez First en novembre 2017. Je vous disais, Anne Giudicelli, il y a cette conférence qui se tient à Paris depuis hier sur les sources de financement du terrorisme. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une évolution justement des sources de financement? On a entendu François Molins qui parlait de microfinancement. Oui, écoutez, plus on met de dispositifs pour contrer ce type de réseau, plus ils vont être créatifs en termes de ressources et de moyens pour contourner en fait tout ce qui est mis en place pour les surveiller, etc. Donc en fait on a toute une gamme, hein, c'est comme dans la grande criminalité, on a toute une gamme de flux financiers et de circuits financiers qui partent de la microfinance, qui partent du dark web, des blockchains, enfin toute la fintech, jusqu'à des montages financiers qui peuvent être particulièrement élaborés, comme on en a pour la fraude fiscale, j'ai envie de dire. Donc c'est très compliqué, effectivement, de couvrir l'ensemble du champ. Donc, je dirais, ce qui est important aujourd'hui avec cette conférence, c'est d'envoyer le signal d'une nécessité, d'une coordination, ça c'est certain, puisque effectivement, il y a des problématiques d'harmonisation, mais aussi d'échange d'informations, d'échange de renseignements et de procédures qui doivent être relativement partagées par une majorité d'acteurs qui travaillent précisément à surveiller, après, il faut avoir les bons détecteurs de ce qui relève d'un flux qui serait celui d'un flux à destination, à vocation d'être utilisé à des fins terroristes. Ça, c'est la difficulté aussi. Voilà. Pierre Conessat, quel regard reportez-vous justement sur cette conférence internationale? Ça va être l'occasion d'un échange de bonnes pratiques. Est-ce que tous les pays sont prêts à collaborer? Bon, d'abord, le premier succès, c'est d'avoir réuni autant de pays, notamment un certain nombre de pays qui ont largement financé le terrorisme. Donc, vous savez, quand on aura le Qatar et l'Arabie Saoudite face à face, ça va être assez rigolo comme débat. Ce que le procureur Molins a fait remarquer ce matin, c'est quelque chose qui est une caractéristique, donc aujourd'hui, comme vous le signalez, c'est-à-dire qu'on est face à de l'attentat endogène à financement endogène. La deuxième remarque, c'est que l'argent du terrorisme, c'est pas l'argent du crime organisé, c'est-à-dire c'est de l'argent propre qui devient sale quand on sait qui est le bénéficiaire final. Et donc c'est très difficile de l'arrêter à la source, puisqu'on peut supposer du moins que des gens qui donnent à des ONG ne savent pas que ça va être détourné éventuellement vers des groupes terroristes. Donc on est effectivement face à une problématique qui est assez compliquée, même si on met un certain nombre de contrôles en place. Effectivement, on peut considérer que la Walla, par exemple, a été pendant longtemps une occasion de transfert de fonds, mais il y a enfin un grand système financier américain qui permet de faire des transferts d'argent anonymes. Donc il faudrait s'occuper de tout à la fois, si vous voulez, pas seulement de ce qu'on a déjà prédésigné comme des moyens de financement du terrorisme. François Faletti, vous constatez vous aussi cette évolution des sources de financement du terrorisme? On estimait bien que Daesh finalement a vécu entre 2014 et 2017 du racket, du pétrole, du trafic en Irak et en Syrie. Maintenant, ce sont des sources de microfinancement?
Oui, je crois qu'il y a plusieurs angles d'attaque et c'est ce qui rend le problème très complexe. En réalité, et comme vous l'avez rappelé à l'instant, l'État islamique a vécu pendant 2 ou 3 ans sur le racket sur le pétrole, sur les biens culturels également détournés, sur la drogue aussi, sur tout ce que toute forme de trafic de toute nature. Donc ça a provoqué. On a donné des chiffres, je ne sais pas dans quelle mesure ils sont fiables, enfin des quantités qui se comptent en 1 milliard, 2 milliards de dollars, enfin tout ça sujet à discussion par les experts. Aujourd'hui, évidemment, on a au moins deux gros problèmes. Qu'est devenu tout cet argent dans ce qui reste de l'État islamique et il est intéressant de savoir si tout cet argent a été dispersé dans le cadre de la finance internationale avec les facilités de montage que l'on connaît depuis bien longtemps. En ce sens-là, c'est pas très nouveau, mais c'est indispensable. Et puis le deuxième angle, il est national, c'est ce qu'évoquait ce matin le procureur Molins avec ses 416 donateurs, qui me pose vraiment de grosses interrogations. Ce sont des donateurs, semble-t-il, au cours des 2 années passées, mais en 2016-2017, qui en France ignorait que l'État islamique était une organisation internationale ayant indiqué qu'elle voulait abattre la France, en tout cas son mode de civilisation. Donc si on continue de donner dans ces moments-là, est-ce qu'on est sur le financement du terrorisme ou est-ce qu'on n'est pas plutôt sur une forme de trahison nationale? Ou alors c'est que ce sont des gens qui ne savaient pas exactement à qui ils donnaient, d'où l'intérêt. Alors pour l'instant, le parquet n'engage des poursuites que si les proches adhèrent réellement à la cause. Clément Fayolle, qu'est-ce que vous pensez justement de cette problématique? Ça a été rappelé sur la charité qui sert de financement. Les questions franco-françaises, c'est pas exactement mon sujet. Nous, on avait pas mal enquêté justement sur ce que Daesh essayait de faire de son argent au moment où il y avait un territoire. Et justement, on voyait que sur la fin, ils savaient bien, avec une coalition internationale qui les attaquait, qui leur avait déclaré la guerre, que le territoire allait être perdu. Et donc, on avait identifié plusieurs filières, en tout cas, d'exfiltration de cash, plusieurs réseaux qui s'étaient greffés à Daesh pour faire du business, qui ensuite deviennent problématiques parce qu'on ne sait pas à qui ils vont se greffer maintenant, s'ils vont rester fidèles. Enfin, il y a un certain nombre de questions qui se posent à ce niveau-là. Ensuite, sur l'aspect financement, tout ce qui a été dit est très intéressant parce qu'en fait, avec chaque posture et chaque analyse, on voit bien que le financement du terrorisme est quand même sur un spectre très très large, qui va celui de l'individu qui veut participer à la cause jusqu'au grand mécène. Et là où Daesh est quand même assez intéressant en tant qu'organisation, c'est ce que nous on a vu, c'est que on n'est pas exactement comme dans les organisations terroristes habituelles, c'est-à-dire avec à la limite des États même qui vont s'en servir ou en tout cas des institutions ou en tout cas des proto-États, enfin un certain nombre de choses. Mais on est sur une organisation qui depuis le début fonctionnait avec une certaine bienveillance de classe moyenne, etc. Et nous notamment, on avait mis au jour en Arabie Saoudite tout un réseau qui servait d'acheminement d'or et de petits bijoux, et c'était en fait la classe moyenne qui le faisait. Et je pense que c'est des choses intéressantes à dire, et cette conférence est très utile pour ça, parce que un peu on le voit quand le discours est politisé, les gens ont tendance à dire c'est le Qatar, c'est l'Arabie Saoudite, c'est le Golfe qui finance, sans dire de qui on parle et de quoi on parle. Exactement. Et c'est quand même assez intéressant de voir que voilà, ces acteurs ne sont pas des acteurs monolithiques. Et quand on dit que l'Arabie Saoudite finance, c'est aussi beaucoup la classe moyenne. C'est pour ça que MBS, là, le nouveau prince héritier, quand il dit qu'il lutte contre le terrorisme, là où ça va être intéressant, c'est qu'il va devoir lutter aussi contre sa propre population, en fait. Oui, non, mais tout à fait. Ça, c'est depuis le départ le problème, déjà depuis même 2001, j'ai envie de dire, le financement des attentats de 2001. C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux aspects. Il y a dans la finance islamique, on a fait une cartographie de la finance islamique mondiale récemment, et on s'aperçoit qu'il y a des trous noirs. C'est-à-dire que on peut réguler la finance islamique, mais que tout ce qui relève de la zakat ou du qarn al-hasan... Alors la zakat, c'est la charité. C'est des donations, si vous voulez, d'individus. Alors il y a la taxe qui est la zakat, et puis le qarn al-hasan qui est une donation qui est faite où il n'y a pas de traçabilité du tout. Et souvent on retrouve que, effectivement, le point qui a été soulevé tout à l'heure, à savoir qu'il y a des donateurs qui sont des individus,
qui vont par exemple donner tel montant à une association caritative ou voilà, une école, etc. Donc, la destination, ils ne savent pas que ça va être ensuite utilisé à autre chose que ça. Donc ça pose la question, et c'est aussi le cas par rapport aux 416 cités par le procureur, à savoir comment on établit la preuve que quelqu'un a volontairement avait conscience du fait que son argent a servi à des actions terroristes. Parce qu'il y a toute une chaîne après. L'argent va là, il peut aller par d'autres intermédiaires et aboutir à financer soit un projet, soit, je dirais, le budget d'activité d'une organisation terroriste. Donc c'est, à mon avis, une des difficultés que la justice va aussi rencontrer sur ce point. Ce que disait monsieur est très important, c'est-à-dire la société saoudienne, comme les sociétés du Golfe, sont poreuses au financement du terrorisme. Ce n'est pas une société qui va décider que la Banque d'État va donner de l'argent. Pour vous donner une idée, l'argent collecté sous forme de zakat au moment du grand pèlerinage fait à peu près 9 milliards de dollars. Vous imaginez bien que ces 9 milliards ne vont pas tous pour aider des musulmans dans la nécessité. Donc ça... L'Arabie Saoudite a pris une mesure qui est assez intéressante puisqu'ils ont décidé de labelliser les ONG autorisées à prélever, enfin à se prévaloir, si vous voulez, de la zakat pour une action humanitaire. Je pense que c'est quelque chose comme ça qu'il va falloir monter en France. C'est-à-dire qu'on a besoin de la communauté française de culture musulmane qui n'a aucune envie de se mêler à ces salafistes. Parce que quand les salafistes prennent le contrôle d'une mosquée, ce qui les intéresse, c'est au-delà du discours, si vous voulez, de la conviction, de la propagande, c'est effectivement de collecter de l'argent sur lequel il n'y a aucun contrôle aujourd'hui. Et donc, effectivement, labelliser ces ONG autorisées à se prévaloir, si vous voulez, de ce prélèvement religieux pour dire vers quoi ça veut dire qu'il faut étendre le champ du contrôle de la manière légale et avec l'aide, évidemment, de la communauté musulmane. On évoquait, François Paletti, eh bien que Daesh pouvait encore survivre une quinzaine d'années. On sait, et ça a été encore révélé ce matin par François Molins, que finalement, le coût des attentats, le coût de préparation n'est pas si élevé. Je rappelle, 25 000 € pour organiser les attentats de janvier 2015 et 80 000 € environ pour ceux du 13 novembre qui ont frappé la France. Mais je n'en déduirais pas que le terrorisme est low cost, comme on avait écrit quelquefois. Ils ont besoin d'argent parce que 25 000 €, enfin il faudrait voir exactement comment tout cela est calculé, 80 000 € pour le 13 novembre, ce sont des chiffres sur l'opération elle-même, mais derrière il y a tout le substrat de communication, d'endoctrinement qui suppose des mécanismes de communication. Il y avait des gens derrière ces communications Internet qui diffusaient les messages de haine, qui les diffusent toujours d'ailleurs, et ces gens-là, ils vivent, on les soutient, enfin voilà. Donc il y a une forme de fonctionnement qui fait que je pense que l'argent est nécessaire. En plus, l'argent, si on veut programmer des attentats d'une nature un peu plus sophistiquée que de monter sur un trottoir avec une camionnette, ce qui provoque les dégâts épouvantables qu'on connaît. Mais si on veut éventuellement provoquer des actes spectaculaires comme ils nous ont malheureusement montré qu'ils aimaient à le faire, eh bien pour franchir certaines étapes, de l'argent pour corrompre des personnes, pour corroder des systèmes informatiques, etc., ça peut servir. Ouais. Clément Fayolle, on rappelle également que l'EI a intégré des fermes piscicoles, des bureaux de change, des sociétés de taxi. Finalement, ce sont toutes les strates de la société, notamment en Irak, qui participent au financement du terrorisme. Oui, c'est sûr. Alors après, c'est vrai qu'il y a, j'imagine, dans les discussions, des choses qui vont être intéressantes. Parce qu'on a parlé Qatar, Arabie Saoudite, mais le Koweït est un pays aussi très intéressant, parce que le Koweït, c'est un pays qui est assez en retard, justement, sur toutes les législations de transparence, etc., en tout cas de contrôle. Mais nous, dans notre enquête, on est arrivé quand même plusieurs fois. On a remonté des pistes jusqu'aux Émirats Arabes Unis et à Dubaï notamment, où il y a un secret des affaires qui est très bien respecté et qui rendait extrêmement difficile le contrôle de ce qui s'y passait. Nous, on avait vu notamment pour une société qui faisait de la vente de parts de voitures, enfin de pièces de voitures, et qui justement les services secrets irakiens soupçonnaient que ce soit ensuite du financement et qu'une partie en tout cas des recettes retourne jusque dans le territoire. Donc ça, ce sont des choses qu'il faut regarder du point de vue, j'imagine, institutionnel et de transparence. Après, d'un point de vue plus d'observateur ou d'enquêteur, ce qui devient très intéressant maintenant, c'est de comprendre, c'est que oui, Daesh a été énorme, donc ce
sont des moyens logistiques qui n'ont pas de prix. Maintenant, on le voit notamment avec l'audition de Jad Aoun, qui est un terroriste belge là, qui avait été récupéré par la CIA. Et c'était très intéressant parce que moi j'avais vu le document dans lequel il expliquait que la nouvelle stratégie, elle pour le coup n'était pas très onéreuse puisqu'il s'agissait de dire en gros on excite un peu nos sympathisants qui sont en Europe et ensuite on s'implique plus ou moins, donc en mettant plus ou moins d'argent pour faire prendre de l'importance à leur projet. Donc je pense que ce que disait le procureur de Paris tout à l'heure est aussi quand même assez juste, c'est qu'aujourd'hui on peut quand même faire des attentats avec moins d'argent qu'avant. Pierre Conessa, sur cette question du coût des attentats. Sur cette question du coût, justement, il y a le coût financier puis il y a le coût de main. C'est-à-dire que nous, on a fait dans une étude sur la communication francophone de Daesh, à la fin, une espèce d'organigramme de la façon dont se sont organisés les attentats de 2015 et 2016, qui à chaque fois ont reçu un coup de main des cellules dormantes salafistes qui sont sur le territoire, c'est-à-dire de quartiers qu'on connaît très bien. Et si vous voulez, le coup de main est toujours légal. C'est-à-dire, oui, je l'ai logé parce que je connaissais sa mère, oui, j'ai été le chercher parce que c'est un vieux copain, etc. Et ce coup de main-là, il n'est pas chiffrable. Or, c'est celui-là qui fait que la facilitation de l'exécution est beaucoup plus grande. Et rappelez-vous qu'à chaque fois qu'on a repéré des cellules salafistes qui ont été, disons, écrêtées à cause d'actions criminelles, il restait quand même dans la circulation beaucoup de gens. Par exemple, prenez Forza Nalissa, il y a 4 ou 5 membres qui en ont été arrêtés, mais il en reste une vingtaine dans la nature. Or, ceux-là, ce sont des gens qui sont capables de circuler d'une entité à une autre entité et qui sont toujours là pour donner le coup de main, encore une fois, avec l'instruction de rester dans la légalité. Anne Gudicelli, je voudrais aussi vous entendre sur le dossier Lafarge, puisque 7 cadres sont mis en examen dans le cadre justement de financement de terrorisme. Ça aussi, il faut en tenir compte. Je ne sais pas si ça a été abordé à la conférence. Oui. Alors, je ne sais pas, à mon avis, non. Ou pas directement de cette façon, en tout cas, parce que c'est assez sensible comme sujet. C'est un cas d'école, l'affaire Lafarge. D'ailleurs, moi qui donne des formations sur les risques sécuritaires, c'est devenu un cas d'école pour nos formations de financement du terrorisme par une entité, puisque c'est bien la charge de cette entreprise. Maintenant, dans ce dossier, vous nous donnerez votre regard de magistrat, mais dans ce dossier, clairement, on est dans une affaire qui implique, comme toujours, certaines sphères de l'État, puisque la principale difficulté que le renseignement a justement d'essayer d'avoir des informations et des renseignements sur les réseaux terroristes, c'est l'infiltration. Et on sait qu'en zone de guerre, infiltrer un groupe comme l'État islamique, c'est compliqué. Donc, c'est quand même connu que tout ce qui peut être sur place et bienveillant à l'égard de la France peut être potentiellement une source de renseignement, y compris une entreprise. Donc la question, elle est là, et le risque pour les entreprises, il est bien en tête. Il y a une question de compliance, de conformité, et donc, voilà, quelles sont les responsabilités maintenant ? Comment va-t-on pouvoir établir des responsabilités ? Fayol, peut-être. Oui, sur la Farge, c'est vrai qu'il y a cet aspect renseignement qui maintenant est à suivre de près. Ce qui est aussi très intéressant à regarder, c'est que les réseaux de corruption de la Farge de l'époque existent encore aujourd'hui alors que l'État islamique n'y est plus. Donc il faut aussi comprendre ça, il faut aussi voir qu'il y a une certaine complexité sur le terrain qui fait que notamment on sait qu'il y avait 2-3 intermédiaires qui étaient entre l'État islamique et le régime syrien et qui étaient des interlocuteurs de Lafarge, mais aussi bien d'autres. Et je pense que ça c'est une partie qu'on aurait tort de trop occulter dans le traitement de l'affaire Lafarge, c'est de dire bah oui, ce système de corruption, bon, il a bénéficié à l'État islamique, on est évidemment par ce circuit d'argent, on est dans un cas de financement du terrorisme, mais si aujourd'hui les mêmes intermédiaires sont encore là, s'il y a un système de corruption qui existe toujours, ça éclaire quand même cette affaire sous un jour un tout petit peu plus modéré. Surtout qu'il y avait plusieurs groupes, il n'y avait pas que l'État islamique qui était financé. En fait, ça a suivi l'évolution sur le terrain des rapports de force entre les groupes. François Faletti. Oui, moi je n'en dirais guère plus en l'état parce que c'est un dossier qui est instruit par au pôle financier de Paris. C'est vrai qu'une usine sur place qui peut transmettre des informations à la France, en réalité, ça peut servir. Alors, dans quelle mesure certaines lignes ont-elles été franchies ? Très franchement, moi, je ne voudrais pas aller plus loin. Pierre Conessa ? Je voudrais quand même rappeler que, comme me le disait un cadre d'une grande entreprise internationale française, il me disait « mais nous sommes habitués à travailler en contexte de crise ».
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans d'autres circonstances qui ne sont pas obligatoirement des activités terroristes, les groupes sont habitués à payer aux chefs de guerre locaux. Et rappelez-vous qu'il y avait pendant longtemps une industrie qui continue d'ailleurs à fleurir, qui s'appelle l'industrie du kidnapping, qui est une industrie dans laquelle les entreprises se sont organisées de façon à ce que les justices n'en soient pas saisies. C'est-à-dire qu'une entreprise prend une assurance à Londres et ensuite il y a une société qui s'appelle le contrôle risque par exemple et qui va négocier avec les preneurs d'otages de façon à ce que l'entreprise évidemment ne risque pas son investissement, puisque si le cadre disparaît, qu'il est exécuté, c'est tout le reste qu'il faut évacuer. Et donc, il y a des pratiques illégales, si vous voulez, qui entretiennent des activités illégales. Nous, évidemment, on attire l'attention sur le fait que ça peut être le financement d'un groupe terroriste, mais il reste qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises sont dans des zones d'activité qui sont, si vous voulez, à la limite du licite, pour ne pas dire dans l'illégal. Oui. Anne Guy-Duché, on arrive au terme de ce débat. Est-ce que cette conférence va pouvoir faire avancer les choses, on le disait, par ce partage des bonnes pratiques? Vous êtes plutôt optimiste? Écoutez, je dirais que ça ne peut être que positif. De là à avoir des attentes que tout d'un coup, après cette conférence, on puisse réellement trouver des bonnes pratiques qui soient applicables par tous, j'en suis pas persuadée. Mais je dirais le bienfait de cette conférence, encore une fois, c'est de sensibiliser l'ensemble des instances présentes et des gouvernements présents, de les sensibiliser sur cette question pour qu'on puisse, ensuite, on va y arriver, on puisse leur dire, ben voilà, vous avez adhéré au discours final, donc vous êtes partenaire, donc vous avez des obligations. Voilà. Maintenant, je ne pense pas qu'il y ait un caractère contraignant à l'issue de cette conférence qui impose aux États de rendre des comptes là-dessus. Donc c'est plus d'un point de vue politique que l'intérêt se place dans cette conférence. Bien, merci. Je rappelle qu'Emmanuel Macron doit clôturer cette conférence ce soir. Merci à tous les quatre d'être venus sur ce plateau. Alors que la réforme des institutions sera présentée prochainement au Conseil des ministres, les maires de France veulent aussi être entendus. François Baroin, président de l'AMF, remet aujourd'hui ses propositions à Gérard Larcher, le président du Sénat, Adrien Develay. Ni recentralisation, ni mise sous tutelle. Avec les propositions remises au gouvernement et au président du Sénat et de l'Assemblée nationale, les maires de France demandent des garanties sur l'autonomie des communes. Pour nous, il est primordial de garantir dans la Constitution la place et le rôle de la commune. L'AMF propose tout d'abord d'assurer la place de la commune dans la Constitution. Celle-ci passerait par la reconnaissance du principe d'autonomie financière et fiscale des collectivités, soit la capacité des communes de gérer leur propre budget. L'action du maire devra aussi être rappelée dans la Constitution. Les maires demandent également l'inscription de la clause de compétence générale, qui permet aux mairies de prendre des initiatives dans n'importe quel domaine. La question des finances est une priorité pour l'AMF. Celle-ci demande que soit garantie par la loi l'impossibilité d'alourdir la charge publique des collectivités. Elle demande aussi que toute nouvelle mission ou compétence des collectivités soit accompagnée de nouveaux moyens financiers. Enfin, l'association rappelle son opposition au projet de limiter le cumul des mandats dans le temps pour les élus des villes de 9000 habitants et plus. L'Association des maires de France demande que ce projet soit purement et simplement abandonné. Le projet de révision constitutionnelle doit être examiné le 9 mai en Conseil des ministres. Et on prend la direction de la salle des conférences pour une première réaction avec vous, Quentin Calmet, à vos côtés, le sénateur LR des Hauts-de-Seine, Roger Karoutchi. Bonjour Roger Karoutchi. Bonjour. Merci de répondre à nos questions. François Baroin doit rencontrer le président Larcher dans quelques minutes, à 17h, pour lui proposer une série de mesures de la part des communes en termes de révision de la Constitution. Parmi celles-ci, on pense à l'inscription dans la Constitution de la clause de compétence générale ou encore l'autonomie fiscale et financière pour la capacité des communes à gérer leur propre budget. Que pensez-vous de ces propositions de François Baroin ? Sincèrement, elles vont dans le bon sens. Depuis très longtemps, on dit que le gouvernement, l'État, quelle que soit la couleur politique d'ailleurs, ne respecte pas l'autonomie financière des communes, transfère des charges sans forcément transférer les moyens financiers qui vont avec, alourdit la charge sur les communes, baisse les dotations et fait en sorte que l'autonomie financière et fiscale, d'ailleurs on voit avec la taxe d'habitation, des communes est de plus en plus réduite, pour ne pas dire inexistante. C'est un chamboulement profond sur la carte et sur les territoires. Donc il faut qu'on trouve une solution à l'équilibre. Voilà. Est-ce que vous allez soutenir ces propositions de l'AMF ? Naturellement, nous soutiendrons ces propositions de l'AMF. Nous en ferons, lorsqu'on aura le texte, des amendements à la proposition de réforme constitutionnelle du gouvernement. Et on verra bien si le gouvernement
accepte de suivre. Je pense que sur certains sujets, le gouvernement peut avancer. Est-ce qu'il avancera surtout sur les 3 mandats, sur la différence entre les villes de moins de 9 000 ou de plus de 9 000? À mon avis, là-dessus, non. Mais on verra bien. Justement, sur l'interdiction du cumul dans le temps des mandats, le Sénat, la droite sénatoriale avait semblé faire un pas vers le gouvernement en faisant plus une ligne rouge. Vous dites ça reste une ligne rouge? C'est-à-dire que dans l'espèce de bras de fer qui existe entre, pas seulement le Sénat d'ailleurs, puisque j'ai vu que François de Rugy aussi montait au créneau sur le droit d'amendement, sur le respect des pouvoirs du Parlement, entre le gouvernement et le Parlement, il y a un certain nombre de sujets. Les 3 mandats, c'est un sujet. La proportionnelle, c'est un sujet. La proportionnelle législative, on va voir. Si le gouvernement avance, parce que s'il veut un congrès et s'il veut une majorité 3/5 au congrès, il faut qu'il y ait un peu de concession des 2 côtés. Mais la discussion n'est pas fermée. Mais pour le moment, je trouve le gouvernement allant plutôt vers une cassure réelle par rapport à un congrès potentiel. Sur la clause de compétence générale pour les maires, est-ce qu'il faut vraiment que ce soit dans la Constitution? Est-ce qu'il n'y a pas une forme de surenchère sur toutes ces mesures qu'on veut absolument mettre dans le texte sacré de la Ve République? Je suis assez d'accord. Je ne pensais pas que la clause de compétence générale relève de la Constitution. Simplement, cette clause qui a été donnée, réduite pour les régions, donnée, remise en cause un peu pour les départements, ça devient très compliqué. La réalité, c'est qu'il faudrait que tout le monde se dise on fonctionne de la même manière par rapport aux collectivités. Et à partir du moment où il y avait un climat et un contrat de confiance, il n'y avait pas forcément besoin d'inscription. C'est vrai qu'aujourd'hui, comme les maires se disent ils nous ont réduit les dotations, réduit les subventions, alourdi les charges, ils veulent ceinture et bretelles, et donc ils rêvent de la Constitution. Mais même chose pour l'autonomie fiscale des collectivités. Est-ce que ce n'est pas lier les mains de l'exécutif que de le mettre dans la Constitution? Vous avez été ministre des Relations avec le Parlement de Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous auriez accepté une telle offense à l'exécutif? Offense, du calme. Si c'était ça l'offense. Moi, je pense que ça dépend de ce que veut le gouvernement sur cette réforme. Parce que comme on ne voit pas de ligne directrice, est-ce qu'ils veulent renforcer le pouvoir du Parlement? Visiblement pas. Est-ce qu'ils acceptent l'idée d'un nouveau pacte avec les territoires? Si oui, alors ils avanceront vers ça. Si ça n'est pas le cas, alors ils refuseront. Et puis on verra bien dans le bras de fer ce qu'il en sortira. Merci beaucoup, Roger Karoutchi, d'avoir répondu à toutes nos questions sur l'antenne de Public Sénat. C'est aujourd'hui qu'a lieu le premier DUOD sur l'ensemble du territoire français. Le principe, proposer à des personnes en situation de handicap une immersion en entreprise, en duo, avec un salarié valide. Emmanuel Macron et plusieurs ministres devraient montrer l'exemple. Ce dispositif doit alerter sur les freins qui pèsent toujours sur l'emploi des personnes handicapées. À Paris, le Café Joyeux emploie des personnes en situation de handicap pour changer le regard des autres. Flora Sauvage. À première vue, rien ne distingue le Café Joyeux des autres établissements de ce quartier d'affaires de la capitale. Mais ici, on a choisi d'offrir une autre vision du handicap. Là-bas, il y avait des traces sur la table derrière, au fond. Ah, d'accord. Qu'ils soient trisomiques, autistes ou porteurs d'un trouble cognitif, les 20 salariés travaillent au service ou en cuisine. Je t'appellerai si on fait la poubelle aujourd'hui. Peut-être qu'on la fera demain, la poubelle. Ok ? On a vocation à être rentable comme toute structure. On fait un pari assez audacieux qui est lié en fait à notre objectif premier au Café Joyeux, qui est de mettre dans l'emploi des personnes qui trop souvent en sont privées, en l'occurrence des personnes porteuses de handicap. Garance fait partie des 3 encadrants qui veillent sur l'équipe. Ici, tout est fait maison et cuisiné sur place. J'adapte les mises en place que j'ai à faire en fonction des personnes que j'ai au moment de la journée. Donc par exemple, mon équipe du soir est plus autonome. Donc c'est vrai que je fais en sorte que la pâtisserie soit faite le soir. Le matin, Diana aide Garance en cuisine à préparer les sandwichs. J'adore la cuisine en fait. C'est ma passion. Pour Guillaume, victime de troubles autistiques, travailler au Café Joyeux est une chance. Je suis très content de travailler chez Joyeux. Et ça me permet de redémarrer dans la vie, quoi. 2 semaines après l'ouverture du café, les clients sont au rendez-vous. Je trouve ça excellent par nature, parce que bon, on sait que les personnes atteintes d'un handicap, faut aussi qu'ils aient une activité, et une activité quand même renouvelée, entre guillemets, quotidiennement. Alors que 35% des personnes porteurs de handicaps mentaux sont sans emploi, le Café Joyeux fait figure d'exception
dans un monde du travail souvent frileux à l'idée d'embaucher des personnes autistes ou trisomiques. Et on ouvre le second débat de Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. J'ai le plaisir d'accueillir Martine Vigneault. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes vice-présidente du Conseil national consultatif des personnes handicapées. Bienvenue à vous. Édouard de Broglie est également sur ce plateau. Bonjour, vous êtes le PDG du restaurant Dans le Noir. Vous allez nous en parler dans un instant. Merci à vous. Emmanuel Constant est également sur ce plateau. Bonjour monsieur, vous êtes président de l'ADAPT. C'est l'association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées. Et j'ai le plaisir d'accueillir Jacques Zetoun. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le vice-président de l'association des paralysés de France. Excusez-moi. Oui. Excusez-moi, je vous rectifie. Vice-président de l'APF France Handicap. Nouveau nom. C'est le nouveau nom. Le 18, vous avez raison 18 de le souligner. Je voudrais avoir votre sentiment, Jacques Zetoun, sur cette initiative gouvernementale, sur cette journée du duo D. Ça existait déjà depuis 2 ans. Certains départements l'avaient mise en place. Qu'est-ce que vous en pensez? On est dans la communication ou ça a un réel impact pour changer justement le regard des autres sur l'emploi des personnes handicapées? Non, ça ne devrait pas être de la communication. À mon avis, c'est une opportunité formidable pour la rencontre. Parce qu'au-delà des discours, je pense que la rencontre est une aventure humaine intéressante. Et là, pour le coup, ça permet de faire tomber les idées reçues, les représentations erronées sur les personnes en situation de handicap. Et dans ce cas-là, on ne voit plus le handicap, mais on a une relation avec une personne. Et je pense que c'est une très bonne initiative pour sensibiliser, pour informer les personnes sur les employeurs notamment, sur les personnes en situation de handicap. Martine Vigneault, puisqu'on le rappelle, les personnes en situation de handicap ont 2 fois plus de chances de connaître, de malchance de connaître le chômage, malgré la loi de 87 qui a été renforcée en 2005 dans la fonction publique avec une obligation d'emploi de 6%. Ce n'est toujours pas respecté, cette loi, aujourd'hui? C'est pas une question de respect ou pas respect de la loi. Je crois que effectivement, on a les outils pour faire en sorte que tout le monde puisse intégrer l'emploi. Ceci dit, c'est une question de temporalité, dans la mesure où effectivement, on a des personnes qui malheureusement ne sont pas très qualifiés, donc les employeurs n'en trouvent pas toujours l'offre, il n'y a pas adéquation entre l'offre et la demande, donc c'est des choses qui vont avancer progressivement, puisque la loi de 2005, elle, a rendu l'école obligatoire, ordinaire obligatoire, donc les choses vont avancer, parce que nos jeunes de 2005 sont quasiment arrivés au bac et donc on va trouver un vivier plus important. Ensuite, il y a une question de représentation. On a trop longtemps pensé que les personnes en situation de handicap ne pouvaient pas travailler, ne pouvaient pas avoir des emplois les mêmes que les valides si on adapte les postes si nécessaire. Donc on est sur le bon chemin. Tout ça maintenant est pris en compte. En plus, les choses sont beaucoup plus lisibles maintenant avec une secrétaire d'État chargée des personnes handicapées au niveau du Premier ministre, rattaché au niveau du Premier ministre. C'est très important parce que ça permet que tout le gouvernement et tout l'interministériel prennent en charge la situation et donc c'est une aventure qu'il faut poursuivre. Édouard de Broglie, on parle de ce regard sur les personnes en situation de handicap. Racontez-nous un peu l'aventure, vous, de votre restaurant Dans le Noir. Alors nous, on a commencé il y a une quinzaine d'années. On est déjà plus une société très innovante. On est passé plus dans la case un peu institution. Donc on a créé le premier restaurant Dans le Noir à Paris en 2004. Aujourd'hui, on en a 9 dans le monde. On est en Angleterre, en Espagne, en Russie, en Nouvelle-Zélande, en Australie, enfin un petit peu partout.
Quel est le concept alors? Alors le concept, c'est que donc, vous venez dîner dans le noir absolu, guidé et servi par des personnes non-voyantes. Donc c'est une expérience formidable, d'abord parce que vous redécouvrez la nourriture comme vous l'avez jamais découvert. C'est des menus surprises, donc il faut deviner ce qu'on mange. C'est pas évident. Je crois que je sais qu'il y a des gens sur le plateau qui ont fait l'expérience, donc ils savent que c'est pas évident. Hein. Les gens confondent le thon et le veau chez nous, hein, donc c'est pas évident. Bon, c'est aussi de grandes tables d'hôtes plutôt que de petites tables. Donc on est assis à côté de gens qu'on connaît, puis à côté de gens qu'on connaît pas. C'est donc l'obscurité en fait libère la parole, tue la timidité, donc c'est vraiment une expérience intéressante. On rencontre des gens sans a priori. Et puis la dernière chose, c'est qu'on est guidé par une personne non voyante et que ça, c'est une expérience absolument extraordinaire. C'est-à-dire qu'on est formaté pour l'aider à traverser la rue et là, on est accroché à lui ou elle pour survivre dans cet environnement hostile. Voilà. Donc tout le monde y trouve un petit peu son compte. Les gens le perçoivent un petit peu différemment. Les gens qui ont des personnes handicapées dans leur famille, évidemment, le vivent de façon peut-être un peu plus émotionnelle. Mais tout le monde y trouve son compte. On peut venir pour s'amuser, on peut venir... Voilà, c'est quelque chose d'assez gai, d'assez convivial. Et c'est une rencontre. Vous disiez que la rencontre est quelque chose d'important. Je pense que ça, c'est vraiment un endroit où on se rencontre. Et voilà. Donc ça a connu un succès très important en France, ce qui nous a permis de nous développer à l'étranger, puisque nous appartenons au milieu ordinaire. Nous n'avons aucune aide, aucune subvention. Donc voilà. Et nous avons 50% de personnes en situation de handicap. Donc je vais souvent témoigner dans les écoles de commerce pour dire que voilà, c'est à toutes les entreprises qui n'arrivent pas à atteindre les 6%, nous on a 50% et on est plus rentable que beaucoup d'autres entreprises. Donc il n'y a pas de lien entre handicap et sous-performance. Ouais. Emmanuel Constant, alors pourquoi Édouard de Breuil parvient, lui, à ce taux de 50% alors que la plupart des entreprises n'y arrivent pas, n'atteignent pas les 6%? Les choses progressent, mais c'est vrai qu'il y a besoin d'aller plus loin. Et à la DAP, nous organisons depuis 15 ans la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées pour véritablement pousser au mois de novembre. Et je trouve que le Duodet aujourd'hui, ça va tout à fait dans ce sens. C'est une initiative formidable de Sophie Cluzel et l'opération nationale pour la première fois cette année. Elle va montrer combien c'est important que les personnes handicapées puissent accéder à l'emploi. C'est important aussi que les entreprises puissent accueillir des personnes handicapées. Elles les accueillent pourquoi? On me dit mais pourquoi? Quel est l'intérêt? On voit tous les inconvénients qu'il peut y avoir, puisqu'il y en a parfois quelques-uns. Mais quel est l'intérêt? L'intérêt d'abord, c'est la compétence. Les personnes qu'on recrute, c'est parce qu'on en a besoin pour leurs compétences. C'est pas parce que elles ont un handicap, etc. Donc ça, c'est important. Et puis, ça a souvent un aspect très positif au niveau du climat dans l'entreprise. Les autres salariés qui se plaignent de ceci, de cela, des petits bobos. Et puis, on voit la personne handicapée qui arrive. Moi, j'ai fait l'expérience dans mon service au ministère des Finances, secrétaire sourde-muette ou une personne qui a des problèmes psychiques. À ce moment-là, on voit que la personne est en difficulté, mais qu'elle travaille, qu'elle fait souvent son travail extrêmement bien, elle est fidèle à son employeur, et donc ça crée une dynamique qui est positive. Donc c'est pour ça que cette découverte de l'entreprise, c'est bon pour les entreprises, pour les salariés, ça peut changer le regard sur le handicap des uns et des autres. Et puis, bien entendu, ça fait accéder à l'emploi, au travail. À la DAP, nous nous battons parce que nous estimons que le travail, ça fait partie de la pleine citoyenneté des personnes. Alors, moi, je peux témoigner, par exemple, que j'ai très peu de turnover, ce qui, dans le milieu de la restauration, est quelque chose de très important. Et j'ai des gens très impliqués aussi. Donc, moi, je n'ose pas dire que j'ai moins de problèmes avec la partie handicapée de mon personnel qu'avec l'autre. Alors, on sait qu'une loi est en préparation dans le cadre de la loi sur la liberté de choisir son avenir professionnel. Sophie Cluzel s'est exprimée ce matin chez nos confrères et nos consoeurs de RTL. Elle va proposer des mesures de simplification pour l'embauche des personnes handicapées. On l'écoute. Une entreprise sur 3 répond à l'obligation de 6%. Il y a un quota. Un quota, c'est une contrainte. Un quota, est-ce que c'est vraiment le meilleur moyen de surmonter ce frein culturel qui existe en France pour l'emploi des handicapés? Beaucoup de pays d'Europe ont un quota. Aujourd'hui, 30 ans après la loi de 87, au lieu d'être à 6%, nos entreprises sont à 3,5%. Donc on ne voit pas que c'est assez. C'est pour ça qu'il faut faire de la pédagogie positive. C'est pour ça que j'ai lancé la grande réforme sur la concertation. On est en train de concerter pour pouvoir réformer l'obligation d'emploi, en faire quelque chose de beaucoup plus simple pour les entreprises. Aujourd'hui, c'est hyper complexe. Quand vous faites une déclaration, vous avez 80 items. 80 questions administratives auxquelles les patrons doivent répondre pour avoir l'autorisation d'emploi. 80. Non, c'est pas pour avoir l'autorisation, c'est pour déclarer. Pour déclarer. Donc c'est complètement dissuasif. Oui, c'est beaucoup trop lourd. Administrativement, c'est décourageant. On va simplifier et on travaille justement avec Muriel Pénicaud pour simplifier.
Jacques Zetoun, comment réagissez-vous à ces propos? C'est très compliqué, justement, aujourd'hui, trop compliqué pour les entreprises d'employer des personnes en situation de handicap. Il faut absolument simplifier la loi? Oui, simplifier, mais ne pas non plus la vider de son sens. La vraie question, c'est celle-là. C'est que nous avons participé avec Martine Vigneault, avec Manuel Constant, à cette concertation, entre guillemets, sur la rénovation de la politique d'emploi qui se fait en 2 volets. Nous avons participé au premier volet et finalement, ça a été un peu compliqué parce que nous avons avancé à marche forcée et on a été attentifs autant que possible à ce que le taux de 6% soit maintenu dans la loi, qu'il soit dans la loi et que les mesures de simplification ne soient pas des mesures qui, finalement, donnent aux entreprises une possibilité soient incitatives, finalement, et plutôt que contraignantes. Parce que on sait très bien... Ça ne marche pas à la contrainte. L'incitation marche dans certains cas. Il y a des entreprises très vertueuses. Mais dans la majorité des cas, non. Je pense notamment aux pénalités et à la surcontribution pour des personnes qui n'emploient pas de personnes handicapées. On a donc essayé de nous dire qu'il fallait plutôt inciter. Et on a fait le constat que les surcontributions permettaient justement aux entreprises de recruter plus de personnes handicapées, sachant que vous savez sans doute que le taux d'emploi des personnes handicapées est faible. Il est de 3,7% dans le privé. Dans le public, il serait de plus de 5%, mais enfin, si on fait une comparaison à critères égaux, il n'est pas loin de celui du privé. Donc, il faut faire en sorte que ce taux augmente. Ouais. Martine Vigneault, en revanche, Sophie Cluzel a estimé bien que l'obligation d'emploi des personnes handicapées ne sera pas à hauteur de 6% du total des effectifs, ne sera pas étendue aux entreprises de moins de 20 salariés. Là, c'est un recul de la part de la ministre? Ce que je peux dire, c'est que moi, je le regrette fortement. En tout cas. Et le CNCPH que j'anime le regrette également. Ce taux de 6%, effectivement, comme l'a dit mon collègue, nous avons tenu à ce qu'il soit dans la loi. Pourquoi ? Parce que on n'y est pas encore et pour l'instant, on n'a pas trouvé mieux comme paramètre pour quantifier cela. D'autant plus qu'il y a une clause de revoyure dans les 5 ans qui viennent. Je pense que s'accrocher à ce taux, on aurait préféré y compris le taux de prévalence des personnes handicapées dans la société. Ça aurait été beaucoup plus juste. Ceci dit, on a d'autres problèmes parce que, ok, la ministre... La simplification, ça va dans le bon sens. Hein, oui, oui, encore que la simplification, elle va beaucoup sur l'emploi ordinaire. Il y a encore beaucoup de choses à voir dans cette loi pour que la simplification soit totale, parce que, vous savez, c'est une chaîne, un maillage avec les différentes étapes qu'il faut simplifier. Et il y a une volonté forte sur l'emploi ordinaire, moi j'en conviens. Cependant, cette loi, il n'y a pas que la partie handicap. Il y a toute la partie qui concerne la formation, où on ne voit rien de... Les personnes handicapées sont un peu oubliées de ce volet, c'est ce que vous dites? Ils sont partout, mais il n'y a rien au niveau des mesures spécifiques. Pourtant, de temps en temps, il y a besoin... certes du droit commun et tout ce qui va dans le droit commun est bon, mais parfois il faut prévoir des mesures spécifiques parce qu'il faut des abondements, parce que la formation des personnes en situation de handicap peut être plus longue, avec des documents plus pédagogiques plus adaptés, etc. etc. Et tout ça, il faut pas l'oublier. Alors, Emmanuel Constant, vous, qu'est-ce que vous attendez de cette loi? On sait qu'elle est préparée avec Muriel Pénicaud dans la liberté de choisir son avenir professionnel. Il y aura 6 articles consacrés au handicap.
Oui, il y aura 6 articles. Peut-être qu'il y aura des amendements, qu'il y en aura un peu plus sur un certain nombre de points. Mais ce qui est important, c'est de bien réaffirmer l'objectif, avec ce taux de 6% qui est un taux un peu emblématique et qui n'est pas atteint. Donc il faut avancer. Ce qui est important aussi, c'est que ceci soit axé, 6%, que ce soit vraiment la règle pour tout le monde, au moins pour les entreprises de plus de 20. Mais il y a d'ailleurs beaucoup d'entreprises de moins de 20 salariés qui ont des personnes handicapées. Donc ça, c'est important. Les PME le font déjà, il faut les inciter à faire plus. Mais d'une manière générale, ce qu'il faut, c'est que ce soit l'emploi direct et non pas par des systèmes d'accords d'entreprise, des systèmes d'exonération, d'exemption qui font qu'il y a des secteurs entiers qui échappent complètement à l'obligation d'emploi. Et ceci n'est pas normal. Il y a une question quand même d'équité et ça permettrait d'embaucher Quel secteur, par davantage exemple, de Emmanuel monde. Constant ? Par exemple, le secteur de l'intérim. Alors que l'intérim peut être, les missions d'intérim, c'est quelque chose qui est particulièrement adapté aux personnes en situation de handicap. Voilà. Alors ceci doit être négocié avec les branches professionnelles, etc. Et c'est pas évident, bien entendu. Mais je pense que là, on peut progresser au niveau des accords également. Il faut voir si des accords peuvent permettre de ne pas recruter. Ça paraît quand même tout à fait bizarre. D'autant que beaucoup de dispositions qui sont applicables ne sont pas contrôlées. L'Inspection générale des affaires sociales l'a montré. Donc ça me paraît très important. En matière de formation, je voudrais insister, parce qu'à l'ADAPT, on se bat beaucoup là-dessus, sur l'importance des formations en alternance et de l'apprentissage pour les personnes et les jeunes en situation de handicap. Sur le terrain, c'est un très bon moyen. Vous prenez, Edouard de Broglie, des personnes en apprentissage, par exemple ? Oui, enfin, moi je voudrais dire deux choses. La première chose, c'est que moi je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Il est hors de question d'aller mettre sur le dos des PME aujourd'hui qui sont écrasées par les déclarations administratives et par les contraintes, d'élargir la loi sur le handicap. Au contraire, je pense qu'il y a un problème dans la loi handicap, c'est que ce n'est que coercitif. C'est-à-dire que c'est que de la punition. Il n'y a aucun encouragement. Par exemple, les entreprises qui emploient plus de 6%, qui donc sont accueillantes pour les personnes handicapées, où les personnes handicapées pourraient s'épanouir de façon beaucoup plus intéressante, ces entreprises-là ne sont pas du tout encouragées. Donc moi, avec un collectif qui s'appelle Intouchables mais citoyens, on recommande au contraire d'élargir la loi et de permettre aux entreprises qui emploient plus d'avoir une sorte de bonus et d'élargir à ce moment-là le bonus aux PME, mais pas le malus. Parce que vous n'allez pas mettre sur le dos des PME qui ont déjà du mal à se développer et à survivre une obligation aussi lourde. Donc je pense que ça, c'est un point. Et le dernier point que je voulais dire, parce qu'on est à la chaîne parlementaire, c'est que c'est très bien tout ça de voter des lois sur les 6%, mais il faudrait aussi que les élus réfléchissent à la représentation des personnes handicapées à l'Assemblée. Je vous rappelle que sur les assemblées, le pourcentage, il est ridicule. Donc il y a un colloque le 11 juin en Bretagne, à Kerpap, où il y a déjà quelques députés qui sont inscrits, il n'y a pas de sénateurs. Je les invite à nous rejoindre, parce que la représentation des personnes handicapées à l'Assemblée et au Sénat mérite d'être posée. On ne peut pas voter des lois pour les autres et pas s'appliquer à soi-même les règles qu'on veut imprimer aux autres. C'est important et le rendez-vous est pris. Jacques Zetoun, justement, sur cet aspect de mesures incitatives, il faudrait des bonus, ça peut être une piste. C'était une des pistes qui a été effectivement étudiée. Moi, je ne suis pas complètement opposé, mais il faut voir dans quelles conditions on mettrait en place ce dispositif. Il ne faut pas nous... Parce qu'il y a des entreprises vertueuses qui dépassent les 6%, mais qui le font sans bonus. Ça n'est pas obligatoire. Donc, il faut voir. Il avait été proposé des bonus et des malus. Donc évidemment, les malus, vous êtes contre, mais... mais je suis contre pour les PME. Non, mais il faut savoir que les PME, si elles le contribuent, c'est à partir de 17 salariés. En dessous de 17 salariés, elles ne contribuent pas. Elles ne contribueraient pas. C'est ça qu'il faut maintenir. Techniquement, hein, c'est ce que je veux dire. Si on généralise, techniquement, c'est un salarié pour 17 au moins, voilà, compte tenu des arrondis. Donc, je voudrais juste dire une chose, c'est que dans le parcours professionnel des personnes en situation de handicap, il n'y a pas que l'accès à l'emploi. Il y a la prévention de la désinsertion. Ça, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet parce que il y a de très nombreuses personnes, 90 personnes qui sont en inaptitude, qui sont licenciées.
Et ça, c'est une vraie question. Donc, il faut savoir comment faire pour éviter ce licenciement. Il faut qu'il y ait notamment, vous parlez de CarePap, et à CarePap, vous avez le docteur Bunel qui a créé l'association, la société Comet France, qui permet de prendre en charge de façon très précoce les personnes chez qui survient un handicap pour éviter cette désinsertion. Donc il y a des dispositifs à mettre en place là-dessus. Et sur l'accueil des personnes en situation de handicap des entreprises, ce qu'il faut, c'est sensibiliser, informer les DRH et le collectif de travail. Parce qu'il y a souvent une méconnaissance, une représentation des personnes en situation de handicap chez laquelle on sous-estime les capacités et on surévalue les incapacités. Et ça, c'est une vraie question. Une vraie question. Et cette rencontre, on parlait de Day, et permet justement de changer ce regard. Changement de regard, c'est quelque chose de très important. Eh bien, merci. Merci à vous, Jacques Zetoun. Merci Martine Vigneault. Merci Edouard de Breuil et merci Emmanuel Constant d'être venu sur ce plateau. Merci à tous les quatre pour vos témoignages.